Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision et FM pour ce nouveau numéro du magazine Entretien. Un numéro un peu plus spécial parce que contrairement au format habituel où on reçoit un seul invité pour ce magazine, aujourd'hui nous avons le privilège et l'honneur d'en avoir deux sur ce plateau. Nous recevons Corneille Mulumba, il est pionnier de l'UDPS et auteur de l'ouvrage Piliers et dynamique pour un grand Congo. C'est cet ouvrage que vous voyez là. Et donc ce soir, on va décrypter les grandes lignes de cet ouvrage. Et M. Corneille Mulumba s'est fait accompagner du professeur Mathieu Kalele. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Mines. Exact. Monsieur Corneille Mulumba, bonsoir. Bonsoir madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour décortiquer cet ouvrage. Je vois édité paru en mai 2022, Piliers et dynamique pour un grand Congo. C'est tout récent. Quelle est la motivation profonde qui vous a conduit à écrire sur le Congo? Oui madame, tout le monde reconnaît que le Congo est potentiellement très riche. Nous avons tout ce qu'il faut pour sur notre sol, nous avons tout ce qu'il faut dans notre sous-sol, nous avons ce qu'il faut plus que le sol et le sous-sol, nous avons des têtes, des grosses têtes dans ce pays. Et malgré cela, nous continuons à croupir dans la misère. Nous avons une monnaie dont la valeur ne déborde pas nos frontières. Nous avons une population qui a faim. Et nous, vous avez dit qu'on est pionniers de l'UDPS, ça fait donc plus de 40 ans qu'on est dans ce combat politique pour changer les conditions de vie de nos compatriotes, pour que la démocratie, ainsi de suite. Alors, nous avons eu le temps de réfléchir, de nous interroger. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous empêche de nous en sortir malgré tout ce que nous avons? Alors, toutes les leçons accumulées ou les réponses que nous avons données à ce blocage, à ce freinage, nous nous sommes dit, autant les partager, les mettre par écrit pour que nous comprenions ça. Et je suis convaincu que si nos compatriotes, ceux qui nous dirigent, se mettent en application ce dont nous parlons dans ce livre, le pays va décoller. Alors vous avez décidé d'apporter votre contribution à travers cet ouvrage, mais il y a un dicton populaire qui dit que quand vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut les mettre par écrit. Pensez-vous vraiment qu'on va vous lire et on va suivre ce que vous avez apporté ici comme contribution? Bon, c'est pas faux ce que vous dites. Je pense que le jour où nous aurons des dirigeants qui vont piocher dans les livres, qui vont rechercher, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons, d'autres l'ont vécu avant nous. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Il n'y a rien de nouveau. Donc, les réponses se trouvent dans les livres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a vous, les médias, ce que vous faites pour vulgariser, pour faire partager à ceux qui ne savent peut-être pas lire, mais ils peuvent entendre, ils peuvent écouter, ils peuvent comprendre. Les deux, l'apport des médias dans la vulgarisation et l'apport de la lecture, de la recherche, peut contribuer effectivement à ce qu'on puisse tirer profit de ce que nous écrivons. Alors, j'ai eu le temps de parcourir l'ouvrage. Vous posez un diagnostic, on va dire, un peu plus exhaustif sur la situation de la République démocratique du Congo et vous proposez des pistes de solutions. Alors, pour ceux qui nous suivent, l'ouvrage est subdivisé en 6 parties et vous proposez 40 piliers au total pour faire du Congo un grand pays. Alors, on va y aller step by step pour essayer un peu de mettre en lumière les grandes lignes de cet ouvrage. Alors, la première partie, vous l'intitulez « La reconquête de la souveraineté ». Oui, madame. Ça, c'est un combat, on va dire, presque perdu d'avance, M. Corneille Mulumba. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. C'est le combat de Lumumba, c'est le combat de M. Laurent Désiré Kabila, c'est le même combat que nous menons. Il n'est pas perdu d'avance. Les esclaves se libèrent.
c'est révolte à un moment donné. Vous pouvez brimer, à un moment donné, vous dites ça suffit. Je pense qu'il est important à nous de dire que ça suffit. C'est-à-dire que celui qui vous écrase, en Europe, ils ont un dicton, peut-être depuis les latins, qui dit Homo homini lupus. Oui. L'homme est un loup pour l'homme. Vous êtes faible, on vous écrase. Vous êtes fort, on traite avec vous. Même les États-Unis d'Amérique ne vont pas affronter la Corée du Nord parce qu'ils savent que c'est un morceau dur. Donc, je pense qu'il nous appartient effectivement. C'est pour ça que je mets cela en premier lieu, de comprendre que nous pouvons, si nous comprenons ce qui se passe, si nous pouvons mobiliser nos populations, si nous pouvons mobiliser nos organisations politiques, si la classe politique peut comprendre les enjeux, je pense que nous pouvons faire face. Parce qu'il y a Goliath, il y a David, utilisons notre tête. Si nous utilisons notre tête, je pense qu'il est possible de nouer des alliances en dehors de la mobilisation interne, de nouer des alliances qui peuvent nous permettre de nous libérer quelque part et d'être en mesure de prendre des décisions qui nous concernent nous-mêmes. Ok. Alors, nous sommes en juin. Dans quelques jours, nous allons fêter nos 62 ans de l'indépendance. Alors, 62 ans après, le pays patauge. Oui. Monsieur Corneille Mulumba, d'après vous, quelles sont les causes? Mais parce que nous ne sommes pas souverains. C'est parce que nous ne sommes pas souverains. C'est-à-dire que jusque-là, nous ne prenons pas, nous ne sommes pas en mesure de prendre nous-mêmes nos décisions. Allez à la CENI, madame. Vous verrez combien de fils de Français, de Belges, des Américains. C'est pourquoi le régime précédent était parvenu à dire que nous devons financer nos élections nous-mêmes. Et nous avons financé nous-mêmes. Quand vous financez vous-même vos élections, c'est que vous avez quelque part, vous vous donnez le pouvoir de décider de vous-même de ce que doivent vous diriger. Si les autres financent, alors ils participent à la décision où ils décident à votre place qui doit vous diriger, à quel niveau, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un élément très très important, cette souveraineté. C'est un élément important. Donc, c'est comme ça que nous avons des têtes. Vous pouvez, si vous voulez, donc avec ce que vous avez comme tête, élaborer des stratégies, élaborer des plans les plus sophistiqués. Mais la décision appartient à quelqu'un. Si cette personne-là est acquise à l'étranger, ce que vous avez fait ne sera pas appliqué. Donc, c'est pour ça que nous partageons, parce que nous n'avons pas la décision. Commençons par nous doter du pouvoir de décider nous-mêmes et pour nous-mêmes. Monsieur Corneille Mulumba, nous sommes les seuls pays qui n'est pas souverain, le seul pays africain qui n'est pas souverain. Je n'ai pas dit que nous sommes le seul pays africain qui n'est pas souverain. Parce que quand on regarde quand même les autres nations, les choses ont l'air des marchés. Il n'y a qu'ici au Congo. Mais écoutez, le Congo, ce n'est pas le Burkina Faso, n'est-ce pas? Ce que nous avons, le Burkina Faso ne l'a pas. Nous avons des atouts. Le Congo est prédestiné à être un pays leader en Afrique ici, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire. Donc nous sommes différents. N'attendons pas du Congo qu'il fasse ce que le Burkina Faso fait. Et aussi, nous sommes les seuls, nous ne sommes pas les seuls. Vous voyez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Vous voyez le Mali qui bouge un peu, commence un peu à bouger. Mais ils ont compris. Et il n'y a pas de miracle. Nous devons nous libérer de ces dictats extérieurs et nous pourrons nous envoler. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un faux prétexte et que le problème, ce serait nous-mêmes, le Congolais aussi? Mais quand on parle de l'auto-prise en charge, comme nous l'a enseigné, c'est ça que ça veut dire. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Préoccupons-nous de nos intérêts. Ayons un leadership qui comprend qu'il y a les intérêts du Congo d'abord. C'est pour ça que quelque part, nous y reviendrons peut-être plus tard, ces différents piliers, pour moi, ce sont quelque part des réformes autour desquelles nous pourrions réunir, créer une coalition, une synergie de patriotes qui comprennent pour que si sont aux affaires, comment nous pouvons sortir notre pays de là. Donc, ce n'est pas d'excuse, il n'est jamais trop tard, ce sont 2 ans, c'est vrai. Si on comprend ça aujourd'hui, on peut faire cela. L'année prochaine, il y aura des élections. Peut-être qu'il sera possible de présenter au peuple congolais le choix sur des
des synergies, des patriotes qui peuvent conduire ce pays beaucoup plus haut. Professeur Mathieu Kalele, vous avez lu l'ouvrage de M. Corneille Mulumba. Alors dites-nous, quelle analyse faites-vous du diagnostic posé par lui et même des pistes de solutions qu'il propose? D'abord, madame, merci beaucoup. C'est la première fois que je me produis sur votre chaîne. Et je suis heureux de le faire. Merci, professeur. J'ai effectivement lu le livre. J'ai lu le manuscrit du livre. Monsieur Corneille s'est déplacé de là où il habite pour venir jusqu'au campus, au plateau des professeurs. Il a demandé si je pouvais lire son manuscrit et mettre un avis. Il a même été impérialiste parce qu'il m'a donné un délai que je respectais. Je l'ai lu et relu. Je l'ai appelé plusieurs fois pour demander des explications sur tel ou tel chapitre. Jusqu'à la fin, quand j'ai terminé, je dis, tu peux maintenant passer chez moi, prendre le livre. On a discuté sur la version finale. Donc c'est pour dire que le contenu de ce livre, je le connais. Il est en partie mien. Je l'approuve en très grande partie, sinon je ne serais pas venu l'accompagner dans la présentation. Beaucoup de choses qu'il affirme là-bas sont des choses importantes que si nous nous déterminions à les mettre en pratique, nous pouvons avancer de quelques pas, quitte à ce que ceux qui viendront après nous parachèvent l'œuvre. Parce que c'est une construction interminable. Je voudrais, dans cette première prise de parole, dire que si j'ai mis de côté mes activités pour lire le livre, c'est parce que je trouvais que beaucoup d'hommes politiques congolais n'écrivent pas. Ils parlent beaucoup à la télévision, à la radio, mais ils ne se donnent pas la peine de se concentrer, structurer leurs pensées et diriger l'avenir. C'est un encouragement et une invitation que les hommes politiques ne se mettent pas à crier, chahuter, mais qu'ils apprennent à discipliner leur pensée. Et la pensée se discipline mieux par écrit. Ce sont des dissertations. C'est pour cela que je peux lui accorder avec plaisir le titre de pionnier. J'espère que lui, comme à l'UDPS, ceux qui ont mené ce combat, parce que nous sommes venus après, ne meurent pas avec ce qu'ils pensent. L'écrit reste, mais les paroles s'envolent. C'est une invitation avec insistance. Je crois que vous allez transmettre cette invitation-là. Que les politiques congolais et les Congolais de manière générale apprennent à parler moins et à réfléchir, à mettre par écrit leurs pensées. Merci beaucoup, professeur. Nous espérons que le message est bien capté par ceux qui nous suivent. On va poursuivre. On va prendre la deuxième partie de l'ouvrage, Une économie pour un grand Congo. Monsieur Corneille Mulumba, là, vous rejoignez ceux qui pensent que l'économie fait la politique. Les deux
agissent les uns sur les autres. Si l'économie est bonne, la politique pourra faire des grandes choses que la population va apprécier. La politique oriente les choix économiques, oriente les décisions économiques. Donc, il y a une sorte d'interpénétration. C'est entremêlé. Absolument, absolument. Absolument. Alors, vous parlez de la dédollarisation de l'économie congolaise, mais ça, c'est une chanson qui nous a été chantée plusieurs fois et sur le terrain, rien ne change. Oui, ça a été une chanson jusque-là. Et pourtant, c'est une réforme très importante. Et moi, je pense que si nous parvenons à prendre cette décision, ce n'est pas facile, mais si nous sommes capables de nous autodéterminer, si le premier pilier, il est effectivement, nous parvenons à réaliser ça, alors c'est important. Nous avons beaucoup de chômeurs ici. On doit leur donner du travail. Et pour leur donner du travail, on doit attendre les dollars. Vous avez les ministres, vous avez les députés, tout ce monde qui est payé en dollars. Aujourd'hui, pour acheter des légumes, pratiquement, il faut apporter les dollars. C'est une aberration totale. En utilisant notre monnaie, nous avons mal agi par le passé. On produit les aïrs, monnaie. 30 minutes après, vous allez sur Oshwe ou bien sur Kandakanda, vous trouvez là-bas, on est en train d'échanger contre les dollars. Et ça provoque une montée de prix. Mais si ce qu'on produit comme monnaie sert à payer effectivement les personnes qui travaillent, sert à financer effectivement ceux qui produisent les biens de consommation courante, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est notre capacité, c'est notre autonomie. Être capable de prendre notre argent pour produire, pour financer le travail. Combien de mètres de chemin de fer nous avons construit depuis le départ du colon? Et pourtant, nous avons 6 millions de jeunes. Circuler dans la ville de Kinshasa, vous verrez combien sont assis, ils n'ont rien à faire. Mais si vous payez et vous voulez faire le travail pour les routes, pour les chemins de fer, c'est possible, c'est faisable. Pour quelles raisons nous sommes en train d'importer tous les jours des cuisses de poulet qui viennent de l'Europe, des poissons qui viennent de l'Europe, alors que l'argent produit par nous-mêmes peut permettre de financer les producteurs de poulet, peut permettre de financer les producteurs de maïs et autres. Donc, je pense que c'est une voie importante, être capable de financer nous-mêmes nos activités, de donner du travail. Dans un pays comme la RDC, on n'a pas de banque agricole, madame. Ça n'a pas de sens. Cette banque peut servir à payer les producteurs, entre autres. Donc, c'est important que nous ayons nous-mêmes la possibilité de décider. Nous venons de prendre une décision malheureuse au moment où nous avons fait le changement à la Banque centrale. La personne que notre pays place à la tête de la Banque centrale, bien, pour le mouvement pour les femmes, c'est bien, c'est beau, c'est très gentil, tout ça, mais c'est avant tout une employée du Fonds monétaire international. Comment un instrument essentiel de notre politique économique, qui est la Banque centrale, vous mettez à sa tête une personne, une employée du Fonds monétaire international. Jusqu'à ce jour, elle est employée au FMI. Mais quand on la détache, c'est-à-dire que si elle quitte aujourd'hui, elle retourne. Ça veut dire que ses chefs, c'est le Fonds monétaire. Et Dieu sait quel est le rôle du Fonds monétaire dans des pays comme les nôtres. Donc, je pense que vous avez cité pour le cas de la dédollarisation, je pense qu'il est essentiel. Quand quelqu'un arrive dans notre pays, de l'aéroport, il se débarrasse de ce dollar dans le fonds bancaire. Rien que le franc congolais, alors nous pourrons valoriser notre monnaie. Et quand quelqu'un veut venir acheter en RDC, il change pour avoir les francs congolais pour acheter des biens en RDC. Alors on aura donné de la valeur à notre monnaie. Alors, moi, les piliers 5 m'intéressent. Et là, vous parlez de la prospection minière et certification des gisements. Là, je me tourne vers le professeur Kalele, qui a été ancien ministre des Mines. Professeur, comment vous expliquez qu'après 62 ans de l'indépendance, la RDC est incapable elle-même d'évaluer ce qu'elle a comme gisement minier? Très bonne question. 62 ans d'indépendance. C'est exactement le même âge du roi belge qui est venu ici. Il a le même âge que notre accession du pays à l'indépendance. Mais j'ai entendu aussi les gens ici
crier comment le roi va nous aider. Un type du même âge, un garçon du même âge. On attend de lui tout. Le secteur minier, c'est un secteur très important. J'irai même plus loin. Toutes les guerres qu'on a connues à travers le monde, c'est des guerres pour l'argent. Il faut se battre pour améliorer ses conditions de vie. Mais pour améliorer les conditions de vie, il faut avoir de l'argent. Si vous prenez l'Amérique latine, quand les Portugais, les Espagnols vont là-bas à la recherche de l'or, c'est l'argent. À cause de l'or, ils ont fait disparaître de la carte des races entières. Les Mayas, les Incas, les Aztèques. Léopold II entre dans cette mouvance des grands Européens à la recherche de l'argent. Ce qui le préoccupe avant même qu'il n'accède au pouvoir, c'est où est-ce que je peux acheter une colonie. Mais il n'a pas réussi à acheter une colonie. On lui a dit, il y a un pays en Afrique, le Congo. Il va se jeter sur le Congo avant d'accéder au trône. Il cherche son argent comment? Par le caoutchouc rouge. Nous ne sommes pas au Katanga, nous sommes à l'Équateur. Les premières tueries commencent à l'Équateur, l'actuel Équateur. La population est décimée là-bas. Et puis, de l'Équateur, on passera au Katanga. Le cuivre. C'est pour cela que le Congo, le Katanga est appelé capitale du cuivre. Les premières prospections se feront au Katanga. La première faculté avec le département de géologie, c'est au Katanga. Il fallait situer les minéraux qui étaient là, principalement le cuivre. Et à partir du cuivre, on va fonder le premier pilier de l'économie congolaise. C'est le cuivre. Le cuivre va faire naître toutes les autres industries que vous avez autour du Katanga, autour de Lubumbashi, autour de Kolwezi, autour de Likasi et plus tard autour de Fungurume. Vous avez vu quand le roi est venu ici, il a donné plus d'importance à l'université de Lubumbashi qu'à l'université de Kinshasa. Y a-t-il une raison, professeur? Oui, je dis, la raison c'est l'argent. Qui produit l'argent? Qui présente, qui est intéressant pour moi? C'est le makambo mibale. Liboso likambo ya falanga. Kinshasa, je dis oui, on crie. Mais l'argent, c'est ailleurs. Oui. C'est au Katanga. Aujourd'hui, vous trouverez même que la ville de Lubumbashi est moins importante que la ville de Kolwezi.
parce que ce n'est plus le cuivre, c'est le cobalt. C'est les nouvelles Eldorado. Oui. Et quand on trouve que le Katanga devient moins important que l'Ituri, le Nord Kivu, etc. Je crois le dernier décret que j'ai signé, c'était sur les minéraux du Nord Kivu. Hein? C'est pour cela que le Nord Kivu et l'Ituri prennent maintenant plus d'importance que Kinshasa, que Mbujimaï, que Lubumbashi. Mais nous, on a été distraits en ne sachant pas qu'est-ce que les gens cherchent à travers le monde. Les gens ne cherchent pas la Bible. Les gens cherchent d'abord et avant tout l'argent. Et les gens vont s'installer là où il y a de l'argent. Le Katanga, mais pourquoi le Katanga a aujourd'hui un premier ministre? Pourquoi le Katanga a fait la sécession? Pourquoi à côté de la sécession du Sud Katanga, il y a eu la sécession du Sud Kasaï? Tout ça, il faut le comprendre. C'est la recherche de l'argent. Effectivement, j'ai été ministre de Mines. Lorsqu'on me nomme ministre de Mines, ce qui me nomme, c'est Joseph Kabila, il va me recevoir pour dire, mes professeurs, d'après les renseignements que j'ai, vous êtes un sociologue. Mais comment vous me présentez un plan sur l'exploitation minière comme si vous étiez géologue? Je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé. Et effectivement, aujourd'hui, je peux concurrencer les gens, les géologues, parce que je reste convaincu que si un pays ne donne pas de l'importance à l'argent, il n'ira nulle part. Même dans ta famille, si tu as de l'argent que tu es en Europe, il y a un deuil. C'est toi qui vas dicter le programme du deuil. On t'attendra, non? Jusqu'au jour où tu viendras. Mais l'aîné peut être ici s'il n'a pas d'argent. On l'ignore. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre et y attacher l'importance. Je crois que dans ce livre-là, on parle de la guerre, de l'insécurité à l'Est. Oui. L'insécurité à l'Est, c'est un problème d'argent. Il n'y a pas d'autre problème. Vous pouvez crier ici. D'ailleurs, le président de la République l'a assez bien dit tout récemment. Il dit que le Rwanda veut mettre la main sur nos richesses. Oui, mais le Rwanda, madame, avant que je ne devienne ministre de Mines, j'avais beaucoup lu sur l'empire Imatutsi. Ce que le Rwanda et l'Ouganda font là, ce n'est pas un fait de hasard. C'est des choses préparées pendant des années. Ils ont étudié cette région, ils ont cherché des soutiens en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique. Ils font de la sous-traitance. Parce que si vous allez là-bas, on va dire, les Blancs sont revenus. Nous allons là-bas, nous allons masquer cette exploitation, mais vous allez exploiter derrière nous. Donc, le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays là-bas, il ne faut pas les prendre comme des acteurs principaux. Ce sont des sous-traitants. Leurs maîtres, ce sont les anciens colonisateurs. J'ai l'impression que nous ne voulons pas le comprendre. Ça fait aussi notre malheur. Je conclus en disant,
il est nécessaire que nous sachions qu'est-ce qui est dans notre sous-sol, qu'est-ce qui est dans notre sol, qu'est-ce qui est en dessous de nos eaux. Parce qu'à côté des minéraux, vous avez le pétrole. Hein? Et il est à gogo de ce côté-là. Vous avez dans le lac Kivu le gaz, méthane, qui est extrêmement important. Mais nous, on est en train de perdre du temps. Je vois même les gens ici se dire, oui, mais on peut, le Bas-Congo, le port et tout ça. Mais je ne connais pas, à ma connaissance, le temps que j'ai passé là-bas et les études que j'ai continuées, je ne connais pas une seule province qui a autant de chrome que le Bas-Congo, de bauxite, que le Bas-Congo. Mais parce qu'on ne les connaît pas, tout le monde est tourné vers le Katanga, tourné vers le Kasaï. Donc, nous devons compléter nos connaissances sur les richesses de notre pays à travers des cours de géologie. Voilà. Et là, c'est aussi une invitation que vous lancez aux étudiants congolais. Oui, aux étudiants congolais. J'en ai conduit beaucoup à faire la géologie parce que je trouvais que ce département-là n'attirait pas les gens. C'était le droit, la médecine, des autres histoires. Oui, c'est bon tout ça. Mais si tout le monde va faire le droit, vous allez trancher dans vos villages les procès sur quoi? Sur les chèvres, les palmiers, tout ça. mais ce qui est en dessous de votre sol, sous-sol, ce pourquoi les Blancs viennent, ce pourquoi les Chinois se battent, ce n'est pas vos palmiers, c'est ce que vous avez en dessous. Ce pourquoi il y a la guerre interminable à l'Est, ce n'est pas le palmier, c'est les minéraux. Des minéraux stratégiques. Oui, et il y en a de toutes sortes. Il y en a de... Moi, j'avais fait un inventaire de plus de 172. J'ai trouvé que après mon départ, on en a encore découvert d'autres. Si vous ne connaissez pas ce que vous avez, c'est celui qui connaît qui va vous diriger. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Merci, professeur. Monsieur Corneille Moulumba, avant de prendre la troisième partie, il y a le 12e pilier qui m'intéresse, relancer l'économie et lutter contre la pauvreté. Mais actuellement, on est en train d'assister impuissamment à un fait. L'économie est actuellement entre les mains des étrangers, notamment les Libanais et les Indo-Pakistanais. Ils ont leurs banques, leurs supermarchés, leurs hôpitaux, leurs écoles. Et les Congolais, dans tout ça, ne sont que des simples employés. Nous n'avons aucune banque congolaise. Créer des emplois, soutenir les petites et moyennes entreprises, il faut des banques. Ce que les étrangers font, vous le dites si bien, ils ont leur banque. Et nous, où est la banque congolaise? Pour créer une banque, il faut au minimum, je pense, de 35 millions de dollars. Combien de Congolais peuvent se le permettre? Rien ne nous empêche de mettre 5 millions de dollars. Et on va progresser. Ceux qui voudront aller investir dans de toutes grandes banques, ils iront. Les autres, ils iront dans ces autres banques là-bas. On ne peut pas... C'est d'abord, aujourd'hui, les jeunes Congolais qui veulent, par exemple, qui terminent les études, ils vont intégrer la longue ligne des chômeurs, n'est-ce pas? Mais si nous voulons les aider à créer leurs emplois, il faut qu'on puisse financer. Il faut qu'il y ait un organisme qui permette de financer. C'est ce que je disais. Je proposais là-dedans de transformer la GECAMINE
en une superstructure du secteur minier congolais. C'est-à-dire au sein de laquelle vous aurez des filières cuivre, le cobalt, mais aussi diamant, aussi manganèse et beaucoup d'autres. Ça nous permettrait d'avoir un peu plus d'informations, de centraliser l'information sur notre potentiel minier, de faire le travail de prospection, de faire le travail de certification, ainsi de suite. On parle du cuivre, mais il y a le chrome, donc il y a du chrome, il y a du cuivre. Le pays, tout le territoire congolais est pratiquement minier. Je suis convaincu que si on amène l'électricité dans telle province, on pourrait exploiter le secteur minier. Donc, si on évalue, comme je disais tout à l'heure, on évalue les réserves minières à ce stade, sur 30% du territoire national, à plus de 24 000 milliards de dollars. Ça veut dire que si rien que sur cette base-là, il nous est possible de procéder autrement, d'utiliser nos minéraux pour faire du troc. D'un côté, comme nous l'avions commencé, pour les infrastructures, mais aussi on peut solliciter un grand fonds, n'est-ce pas, qui peut nous permettre de constituer un fonds de garantie suffisamment costaud pour que des jeunes qui ont besoin de crédits d'entreprise puissent être soutenus, puissent être garantis, être couverts par ce fonds auprès des banques, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que utiliser ce que nous avons entre les mains, que Dieu nous a donné, ce sont nos minéraux, comme le professeur vient de le dire. Et il y en a dans toutes les provinces du pays. Donc, utiliser ces minéraux pour troquer, pour construire des infrastructures, aussi pour obtenir des fonds nécessaires pour, comment dirais-je, financer le SOFIDE, pour financer l'FPI, et ainsi de suite, et leur donner les moyens d'accorder des crédits. Et c'est comme ça que dans un pays, on crée des entreprises et donc des emplois et on donne un pouvoir d'achat à la population. Avec le contexte actuel marqué par la guerre en Ukraine, vous pensez que ça peut changer la donne et la RDC peut-elle tirer son épingle du jeu? Mais c'est une opportunité formidable. D'abord, l'idée que nous faisions des rapports de force entre les puissances, quelque part, ça nous éclaire un peu ça nous ouvre un peu les yeux. Oui. Ça, c'est une première chose. La deuxième, vous avez suivi que l'Ukraine a exigé que désormais son gaz soit payé en roubles. La Russie. La Russie, je veux dire, pardon, la Russie. Et la Chine paye. En d'autres termes, c'est-à-dire que le monopole du dollar, avec lequel les États-Unis dictaient leur volonté au monde, quelque part s'effondre. Ça veut dire que c'est de nouvelles opportunités, n'est-ce pas, de négocier avec d'autres partenaires. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que si je prends l'exemple du blé, l'Ukraine était un grand, je ne sais pas, le plus grand producteur du blé au monde. Mais la RDC peut tout à fait jouer ce rôle. Nous avons deux climats d'abord. Cela nous permet et nous avons une immensité de potentiel agricole. Nous pourrions produire le blé, produire le tournesol, produire tout cela en négociant quelque part de nouveaux partenariats parce que le monde change. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est une opportunité que si nous avons un leadership éclairé, nous pouvons tout à fait exploiter pour le bien de notre pays. Voilà, on va prendre la troisième partie, paix et sécurité pour pouvoir bâtir le Grand Congo. Ça, c'est un thème qui nous intéresse plus dans un contexte marqué par l'agression de la RDC par le Rwanda. Mais finalement, est-ce que ça ne reste pas un slogan, la sécurité? Ce n'est pas un slogan. Le professeur a, de manière magistrale, expliqué un peu la situation de ce qui recherche quoi. Donc, on comprend que, en fait, le Rwanda, l'Ouganda sont instrumentalisés. Le Rwanda n'a aucun moyen de faire la guerre à la RDC. C'est les grandes puissances, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, au sein de laquelle la France est avec l'administrateur de l'entreprise congolaise par les pays occidentaux qu'est la Belgique. Un esclave, madame, se libère. La liberté ne se trouve pas sur un plateau d'argent. Il faut se battre pour ça. Il nous appartient de nous organiser. Nous pouvons faire face. D'abord, un pays comme la RDC, géant, avec 9 frontières, avec des recherches minières colossales, ne peut pas se contenter d'avoir une armée de 140 000 soldats. La Corée du Nord, 25 millions d'habitants, a une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. La RDC devrait avoir au minimum une armée de 5 millions de soldats. Minimum. Au minimum de 3 millions de soldats. Et aussi autant de réservistes. Au sein desquels nous devions former chaque mois, je ne sais pas, chaque trimestre, des commandos.
Parce que la guerre qui est faite à l'Est, c'est une guerre qu'on appelle de basse intensité. Donc, vous n'allez pas combattre une guerre comme celle-là avec des chars de combat. Ce n'est pas ça la question. Il faut former des commandos. Nous avons un centre à Kotakoli qui devrait nous former chaque année des milliers de commandos. Nous ne formons pas de parachutistes. Nous devons en avoir. Et je suis convaincu que si nous avons une telle armée, on va décourager les autres. Mais j'avais ajouté dans un message récent, je veux dire, mais attendez, le pays est menacé. Si ceux qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda, ce sont les pays occidentaux, il faut que le peuple congolais démontre qu'il a compris, qu'il leur envoie un message. Je dis que si dans les rues de Kinshasa, à l'occasion du 30 juin par exemple, 1 million de Kinois descendaient dans la rue pour, en solidarité avec ce qui se passe à l'Est, ce serait un message fort qui comprendra que sans qu'on ait tiré des armes, ils pourront dire à Kagame, en tout cas, il faut modérer. Et nous devions exiger que Kagame quitte la scène politique. Nous devons leur demander, de leur dire, ou bien vous soutenez Kagame, ou bien vous traitez avec la RDC. Si vous voulez préférer Kagame, alors nous aussi, nous sommes loisibles aujourd'hui de parler avec le groupe Wagner et d'autres, parce que nous devons nous défendre, n'est-ce pas? Nous devons survivre. Et notre vie n'a pas moins de valeur que la vôtre. Donc, commençons par nos dirigeants qui doivent pointer du doigt. Et regardez combien ils ont eu du mal à citer le nom du Rwanda. Tant qu'on va continuer à parler de M23, par exemple, c'est une affaire interne à la RDC. Non, mais le gouvernement a déjà levé l'option, c'est clair, on ne peut plus clair, c'est le Rwanda qui nous agresse. Qui soutient non, ne disons pas que c'est le Rwanda qui soutient le M23. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est différent, il faut que ce soit clair. Parce que nous démobilisons nous-mêmes et notre peuple et l'opinion internationale. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre et le Rwanda nous fait la guerre avec les armes, l'argent et logistique fournis par les puissances occidentales, les pays occidentaux. Commençons par dire clairement ça, que ce soit clair dans les esprits de tous les Congolais et qu'eux-mêmes savent que ces gens ont compris. Ce sera le début de la fin. Alors, vous parliez de 5 millions d'hommes pour sécuriser la RDC, mais même si on a 5 millions de soldats, est-ce que ça va changer quelque chose quand on sait qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de l'infiltration au sein de l'armée? Il est absolument indispensable, madame. On ne peut pas faire une guerre, on ne peut pas se battre avec une 5e colonne dans votre armée. Il est indispensable, je pense, que nous puissions, que dès lors qu'il y a le moindre doute sur un officier, un officier, il faut au minimum, si on n'a pas de preuves, mettre à la retraite anticipée. Si on a des preuves, alors on agit autrement, au minimum, retraite anticipée. Et je pense qu'il est temps que nous puissions, Samuel Lukonde est très gentil, il n'y a pas de problème, il est très doux, mais en ce moment, on n'a pas besoin d'un Premier ministre doux. Dans un message récent, j'avais proposé qu'on aille chercher quelqu'un comme général Olenga, qu'on le nomme Premier ministre, qu'on aille chercher quelqu'un comme général, comment il s'appelle encore, qui était au service national. Qui est actuellement au service national? Non, qui était. Ah, oui. Qui était sur quelque chose. Bon, ça va revenir. Okay. Qu'on le nomme ministre de la Défense. Qu'on cherche le général qui était chef d'état-major avant, qu'on le mette. Parce qu'il faut une harmonie dans la vision. Déjà, ça nous quelque chose. On a même des gouverneurs militaires. C'est bien, ils s'occupent de ponts, ils s'occupent de routes et de recettes de douanières et tout ça. Mais je pense que le travail qu'il devait avoir là-bas, c'est comment recruter les jeunes là-bas, les entraîner pour redonner confiance, montrer qu'on a repris encore quelque chose. Si on a 5 millions, ça c'est une chose. Nous avons nos minéraux, madame. Utilisons nos minéraux pour troquer contre les armes. C'est ça que ça doit nous servir. Les minéraux vont nous servir pour tout. Utilisons nos minéraux pour troquer contre les armes, pour nous équiper. Mais n'oubliez pas que nous sommes sous embargo. Aucun pays au monde n'a le droit de nous mettre sous embargo pendant qu'ils fournissent des armes au Rwanda, pendant qu'ils fournissent des armes, tout ce qu'il faut pour nous faire la guerre. Il y a 1001 façons de faire entrer les armes en RDC. Traitons avec les pays qui peuvent nous fournir les armes. Il y a 1001 façons de nous approvisionner en armes. Approvisionnons en armes et élevons le nombre de nos militaires, formons des commandos, formons des choses.
Et alors, et puis, faisons partie de cette MONUSCO, faisons partie de cette troupe étrangère. Nous sommes capables de prendre en charge la situation, de la contrôler et de la maîtriser. Alors, il y a tout récemment le président kenyan qui a proposé le déploiement d'une force régionale pour mettre fin à la guerre nous imposée par le Rwanda. Et d'ailleurs, ce lundi, le chef d'État de la sous-région se retrouve au Kenya pour en parler. Vous pensez que c'est un début de solution, une force régionale de plus? Madame, moi j'ai mal. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne comprends pas comment c'est possible. Le chef de l'État va engager notre pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, remplie de nos ennemis qui nous font la guerre, avant même que notre Parlement, c'est-à-dire le peuple congolais, ait avalisé cela. Le chef de l'État va participer à des sommets des chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est. Nous engager là-dedans. Récemment, il y a eu les chefs de militaires qui sont réunis. Et aujourd'hui, on veut demander qu'il y ait une force, que la force de ces pays vienne chez nous, faisant pour sécuriser. Force comprenant le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, et ainsi de suite. Madame, si notre pays est encore entier aujourd'hui, c'est grâce aussi à l'appui, au soutien inconditionnel pratiquement de la SADC. Je constate que depuis l'avènement du nouveau chef de l'État, il a été des dizaines de fois dans les pays qui nous ont fait la guerre et pratiquement pas grand-chose dans les pays de la SADC. Vous avez l'impression qu'il tourne le dos à la SADC? Mais ce serait une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. La SADC est composée de pays dont beaucoup ont lutté contre l'apartheid, ont lutté contre les colonialistes, contre les colons. Donc ils sont idéologiquement plus forts, plus armés. Et le fait qu'on soit de la SADC, c'est une force pour nous. On a une grande force. Et on tourne le dos à la SADC pour aller vers nos ennemis et aller nous inscrire dedans. Et pendant qu'on annonce l'intégration de notre pays dans cette histoire-là, à ce moment-là même, ils font la guerre, ils financent, ils soutiennent donc ils nous font la guerre ici, et on va signer même des mutualisations des forces avec eux. Nos ennemis qui viennent chez nous, officiellement. Et d'ailleurs, le Rwanda a manifesté sa volonté d'envoyer ses troupes également pour cette force régionale. Voilà le problème. Voilà le problème. Et je pense que, puisque le peuple congolais, représentant par le Parlement, n'a pas encore entériné cela, et je propose, moi, que le jour où ils sont saisis, qu'ils rejettent cette affaire-là, qu'ils n'ont pas encore ratifié cet accord n'a pas lieu. Et on n'a pas besoin de ces troupes-là. On n'a pas besoin de troupes étrangères sur notre sol, madame. Nous sommes capables tout à fait de nous défendre. Merci, M. Corneille Mulumba. Alors, on n'a plus assez de temps. Je vais quand même évoquer la 4e partie. Vous parlez des institutions pour un grand Congo. Alors, le 21e pilier, vous parlez de... vous proposez qu'on puisse repenser la démocratie congolaise. Et vous estimez que la démocratie telle qu'elle est vécue ici en RDC pose problème? Il faudra la réadapter? Oui, pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est fait du copier-coller avec les pays occidentaux. C'est une erreur. Nous devons nous-mêmes voir ce qui est important pour nous, compte tenu de notre État, compte tenu de notre culture et tout ça. Vous prenez les partis politiques, il vient d'y avoir des élections en France, il y a les partis politiques. Chez nous, il y a des partis politiques. Maintenant, si on pose la question, depuis 1990 jusqu'à ce jour, combien de partis politiques ont tenu des congrès? Vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Et beaucoup de partis sont la propriété de leur président fondateur. On a tellement transposé de Mobutu au niveau des partis politiques. Or, les partis jouent un rôle important dans la construction de la démocratie, dans l'éducation des masses, dans la formation de cadres qui doivent diriger le pays. Donc, comment dire, il est important que nous puissions sortir une loi qui permette aux partis de jouer effectivement leur rôle, en imposant par exemple au minimum tous les 2 ans de congrès, en imposant que ceux qui les dirigent ne mettent en jeu leur mandat, ainsi de suite. Autre chose, les élections qui permettent de désigner nos élus. Allez à la CENI, madame. Vous verrez comment les Français, les Allemands, les Turcs, je ne sais pas quoi encore, les Américains, ce que vous voulez, défilent à la CENI. À la CENI, madame, il devait être interdit à un étranger de mettre les pieds. C'est là où nous décidons de qui doit diriger notre pays. Si vous laissez les étrangers s'y mêler, alors vous leur autorisez aussi à désigner avec vous ceux qui doivent vous diriger. Ce n'est pas possible. Commençons par
nous imposer une règle que la CENI, aucun étranger ne peut mettre les pieds. Créons les conditions pour que nous n'ayons pas des élections des milliards et demi, nous n'avons pas les moyens à ce stade. Comment nous pouvons avoir des élections qui peuvent nous coûter 250 millions de dollars, par exemple? C'est possible. Comment organiser les élections pour que, à différents niveaux, contribuent pour que ce ne soit pas, excusez-moi, normalement au village qui désigne le président de la République qui doit se prononcer sur le cobalt, sur les questions de stratégie et tout ça. Comment trier pour que le choix, qu'il y ait un bon choix? Comment faire le tri pour que nous ayons des députés qui soient effectivement formés, équipés pour faire des lois nécessaires? Donc, veillons à tout cela, alors on aura une bonne démocratie. On ne peut pas dire que parce qu'en France c'est comme ça, en Belgique c'est comme ça, donc ici chez nous on fait la même chose. Non, c'est pas possible. Alors, vous parlez du congrès du peuple, c'est quoi exactement? C'est une manière de renforcer la cohésion nationale. Pour moi, je pense qu'il n'est pas mauvais que, ne fût-ce qu'une fois tous les 5 ans, qu'il y ait une rencontre où vous avez des représentants des chefs coutumiers, des enseignants, des syndicalistes, un peu de toutes les catégories sociales, où on s'est réunis pendant même 15 jours, pourquoi pas, et où on fait le point sur l'évolution de notre pays et où on trace des perspectives pour l'avenir. Cela permet à tout Congolais, où qu'il soit dans le pays, de se sentir concerné par la gestion de son pays. Et ça permet au moins une fois, tous les 5 ans, que celui qui est dans un village derrière Kassambalis là-bas rencontre celui qui est dans un village derrière Mbandaka là-bas. Okay. C'est très important pour la cohésion nationale. La 5e partie, une coopération gagnant-gagnant. Est-ce que c'est possible quand on sait qu'avec les partenaires... Professeur, je vous en prie, allez-y. Non, terminé, je demanderai la parole à la fin. Là. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible de nouer des partenariats gagnant-gagnant quand vous dites qu'il y a un problème de souveraineté? Oui, c'est pour ça que j'ai mis la souveraineté en avant-plan. Créons les conditions pour que nous nous imposions. Créons les conditions pour que nous ayons les dirigeants qui soient libres, qui ne soient pas des dirigeants qu'on nous a imposés par l'extérieur. Alors, nous pouvons voir dans le monde aujourd'hui avec quels sont les pays avec lesquels nous pouvons nous retrouver aujourd'hui. Nous ne sommes plus à 1885. Le monde a évolué, le monde a changé. De nouvelles puissances sont nées et avec des possibilités aussi considérables. Comment nous pouvons nous retrouver? Et pour moi, dans ces échanges avec nos partenaires, c'est faire du troc, pas d'argent, pas des choses où on vient vous dire, on vient chez vous, on vous prête de l'argent, on vous construit tel tour et on le construit par nos ingénieurs et vous devez nous rembourser, ainsi de suite. Et chaque année, ces prêts augmentent, les intérêts augmentent et nous retrouvons l'accord de coût. Non. Créons les conditions pour que nos échanges, que nous ayons des partenariats dans lesquels nous nous retrouvons. Le partenaire se retrouve, s'enrichit et nous nous enrichissons. Je pense que c'est possible. Et ça, ce n'est possible que si nous sommes libres, si nous sommes indépendants, si nous sommes souverains et si nous avons cette capacité d'autodétermination. Alors, vous parlez d'ancrer la RDC dans la SADC. Vous estimez que c'est très stratégique pour la RDC d'être dans la SADC? C'est très important parce que, alors, il y a une sorte de protection mutuelle, une sécurité mutuelle, et puis notre voix sera mieux entendue parce que nous exprimons dans le cadre d'un bloc avec lequel nous ne jouons pas. Les pays de la SADC, on les respecte. Ce n'est pas comme les pays de l'Afrique de l'Ouest où la France fait la loi. Si on pose la question, quel est le pays qui fait la loi dans la SADC? Il n'y en a pas. Ce sont tous des pays qui ont lutté d'armes au poing et qui sont libérés. Donc, nous serions plus en sécurité et plus forts si nous renforçons notre coopération avec la SADC. Alors, on va prendre la 6e partie, forger les citoyens pour le Grand Congo. Et là, je vais me tourner vers le professeur parce que c'est un travail qui doit se faire normalement au niveau des écoles, des universités. Professeur, je me tourne vers vous. 62 ans après, notre système éducatif pose problème. On continue jusqu'à aujourd'hui à utiliser les manuels écrits par des étrangers. Nous-mêmes, Congolais, on est incapables d'écrire notre propre histoire, d'enseigner à nos enfants notre propre histoire. Oui, madame, mais avant de parler du système d'enseignement, je voudrais compléter Corneille sur des préoccupations que vous avez soulevées. La nécessité d'imposer la paix. Mais lorsque Mobutu a été dans ce pays, tous nos voisins ici, le Rwanda, l'Ouganda, tout autour ici,
quel est ce pays qui avait le courage de venir nous attaquer? On connaît la parole de Mobutu, Soki na lobi, oye koya eya, natia kamayele nangai. Tous ces petits pays-là nous respectaient. C'est même nous qui placions leur chef à leur tête. Donc, le problème d'imposer la paix, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous avons déjà vécu cela dans ce pays. Même avant Mobutu, les Belges ont imposé la paix ici, dans ce pays, malgré la présence de ces messieurs. Et puis on dit, notre armée, et il faut des armées étrangères pour l'aider. Moi je dis non, pas du tout. Nous n'avons pas besoin que les autres nous aident. C'est du paternalisme, ça coûte très cher, inutilement. Quelqu'un qui vient ici, qui découvre du cobalt, de la cassitérite, qui s'enrichit, quel intérêt aurait-il à repartir chez lui? Ils vont rester ici, ils vont s'installer, se marier et même changer de nationalité. L'histoire nous apprend beaucoup de choses. Lorsque l'Allemagne est battue après la Première Guerre mondiale et que les banquiers allemands décident de reprendre les choses en main, ils mettent Hitler à la tête. Il est formé par des moines. Mais qu'est-ce que l'Allemagne va faire en tout premier lieu? C'est résilier l'accord de Versailles. C'est-à-dire cet accord qui empêchait l'Allemagne d'avoir des mains libres, de préparer l'armée, l'économie, l'enseignement, les infrastructures. Ici, nous reconnaissons que nous sommes infiltrés. Avec notre complicité, la première des choses qu'on devrait faire, c'est résilier tous ces contrats-là. Nous avons eu à les exposer tous, les officiels et les secrets. On les connaît. Quand l'Allemagne termine de récuser l'accord de Versailles, elle constitue ce qu'on a appelé le plan de 5 ans. C'est-à-dire former l'armée pour faire la guerre. Et la guerre au monde entier. Donc ces choses-là se préparent. Ça ne tombe pas du ciel. Ça se prépare dans le recrutement, ça se prépare dans le choix des officiers, ça se prépare dans l'équipement en armement. Nous n'allons pas inventer la roue. Nous avons déjà eu ici des Rwandais pour nous aider contre les FDLR. Nous avons déjà eu ici des Rwandais pour nous aider contre les ADF. Ça donnait quoi? Donc, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous devons voir clair pour qu'on prenne des décisions bien pensées. Maintenant, pour ce qui est de l'enseignement. Madame, ma thèse a toujours été la même. Vous ne pouvez pas développer ce pays en disant je vais agir seulement sur l'économie, je vais agir sur le droit, je vais agir sur la politique. Non.
La colonisation, c'est un tout où tous les secteurs se tiennent et travaillent dans la même direction. C'est pour cela qu'on a parlé de la trinité coloniale. C'est-à-dire, il y avait les entreprises, il y avait l'administration coloniale, il y avait l'Église catholique à laquelle était confié l'enseignement. Le système d'enseignement, c'est un système pour façonner un colonisé soumis, exécutant, un colonisé qui ne conçoit pas. On n'a jamais développé dans notre système d'enseignement la créativité. J'ai compté dans le discours du jeune roi belge là-bas, de 62 ans. 4 fois, le concept, la créativité congolaise. C'est-à-dire que nous devons penser nous-mêmes ce que nous devons faire sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan culturel. Si nous continuons, c'est pour cela que ça ne peut pas marcher 62 ans après l'indépendance. Et là, puisque je ne veux pas monopoliser la parole, je vous rappelle, quand on nous donne l'indépendance et qu'il y a une première mutinerie, Janssens dit, après l'indépendance, sera comme avant l'indépendance. Moi, j'ajouterai, après l'indépendance, sera pire qu'avant l'indépendance. Parce qu'on a fait que changer des acteurs. Tous les remaniements ministériels qu'on fait, on change des acteurs. Mais le camion reste le même, comme disait Mongolo Diak. Il est en panne. Et la panne est grave. Si vous ne faites que changer de chauffeur, ce camion va démarrer quand? C'est pour cela que, depuis 60, on change de gouvernement, on change de ministre, on change des gens à gauche, à droite, mais on constate que les routes se détruisent, les hôpitaux se détruisent, les écoles se détruisent. Aujourd'hui, il y a même des enfants qui a étudié par terre, couchés. Hein? Ce qu'il faut changer, ce n'est pas un secteur, c'est l'ensemble du système mis en place par le colonisateur qu'il faut repenser de fond en comble. Sinon, avec ce Kofi, je crois, nous continuerons à rond-point, toujours qu'au rond-point. Merci beaucoup, professeur. Allez-y, M. Corné Moulumba. L'autre volet concerne vous, les mamans. Quand un bébé de chèvre naît, dans les 2-3 minutes qui viennent, le bébé marche, il peut courir. Le bébé d'un humain, quand il naît, il faut compter à peu près 1 an au moins pour qu'il commence à faire les premiers pas. Oui. Et puis, il faut continuer encore pendant 5 ans pratiquement. Il y a une dame française qui a écrit, Madame Dolto, quelque chose comme ça, qui a écrit, à 6 ans, les jeux sont faits. C'est-à-dire qu'à 6 ans, l'enfant a acquis l'essentiel des valeurs qui vont le guider dans toute sa vie. J'étais invité la semaine passée dans une chaîne locale qui est située au-dessus d'une église. À 13h, retenez bien madame, l'église était pleine. 90% étaient des mamans. Un jour de la semaine, à 13h ou 14h, 90% des mamans sont dans l'église. Or, c'est la maman qui porte le bébé.
Il parle à son bébé quand tu lui donnes les seins. Et continue à lui donner lui parler quand tu lui donnes à manger. Donc il inculque les valeurs. Si la maman n'a plus le temps de s'occuper aussi de ça, il reste quoi? On est distrait. C'est comme ça que quand on dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation, c'est de là que ça commence d'abord, avant l'école. Oui. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est vous, les médias. Observez nos chaînes de télévision, combien de temps on met dans les préoccupations du Congo et combien de temps on met dans la distraction. Je trouve qu'on devrait avoir même une loi imposant, par exemple, 30% ou quoi, des grilles horaires consacrées aux problèmes de développement, qu'ils soient économiques, sociaux, tout ce que vous voulez, mais au moins à ces problèmes-là. Donc, c'est comme dit le professeur, c'est un tout. De la maison à l'école, mais aussi à la maison, des choses professionnelles sur tous les plans, on doit prendre conscience de ce que nous sommes. Quand on n'aura plus conscience de ce que nous sommes, de notre potentiel, de nos réalités, alors on ira d'avant. Merci beaucoup, M. Corneille Mulumba. Un livre très intéressant, très riche, que je vous recommande à lire, mais vraiment sans modération. Et ce sera la fin de cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu parcourir, du moins évoquer tous les piliers, mais l'essentiel a été dit. Et on espère vous avoir très prochainement pour continuer à en parler. Merci, madame. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau le professeur Mathieu Kalele et M. Corneille Mulumba, auteur de l'ouvrage « Piliers et dynamique pour un grand Congo ». Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur nos antennes.